Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la première nouvelle qui a retenu beaucoup d'attention aujourd'hui. Non, ce n'est pas une nouvelle politique, mais plutôt qui nous parvient d'une école secondaire Pierre de Lestage qui se trouve à Berthierville, dans laquelle c'est vraiment une vidéo, une première vidéo là, qui a vraiment attiré l'attention lorsqu'elle a été diffusée. Une vidéo qui met en scène un père, donc un homme de 42 ans, qui s'en prend, du moins qui semble s'en prendre, à un jeune de 13 ans. Et qu'il l'échappe. Il faut nommer les choses complètement. Ouais. Et quand je dis ça, je devine que son impatience est explicable par de l'intimidation sur son enfant qui l'a exaspéré avec le temps, mais il l'échappe. Il a passé la nuit en prison. Ça donne une ordre de grandeur de à quel point il l'a échappé, là. Oui, parce qu'il décide de venger, ou du moins de faire justice pour son jeune qui, lui, est intimidé par l'autre jeune en question, celui de 13 ans, par lequel il va venir le prendre par le collet, l'invectiver, le menacer, puis ensuite le pousser au sol. On peut écouter un petit extrait, là, comment ça sonne. Ça donne une idée. C'est toi qui as tué mon gars? Hey! T'es le petit chum! Allez-vous lancer, mon gars! Hein? Moi, tu vas voir avec monsieur! Va t'enterrer vivant! Va t'enterrer vivant, mon gars! T'es même pas frappé, papa! Oui, exactement. Le prend, donc va le saisir là, par le collet, va finir par le projeter au sol. Puis c'est d'ailleurs dans ce moment-là, donc où on a finalement pu entendre ce qu'on vient juste d'entendre, la situation en tant que telle, pour laquelle l'homme a été arrêté, tu l'as dit Mario, et a passé la nuit en prison finalement. Comparaissait aujourd'hui au palais de justice de Joliette, accusation de voie de fait, menace envers le jeune de 13 ans. Mais ce qui est ressorti par la suite, puis ce qui a donné le ton au reste de la journée, c'est qu'on a eu d'autres vidéos qui ont été publiées. Ensuite, il y a eu cette vidéo dans laquelle on voit justement l'acte d'intimidation qui serait survenu vendredi dernier, ou du moins lundi dernier, pardonnez-moi, où on a eu... Pardon, l'acte s'est passé lundi, donc où le père a projeté l'enfant. Vendredi dernier, c'était le moment où il y a eu justement cet acte d'intimidation-là. Et on a eu la vidéo vendredi où on voit encore une fois, là, des scènes assez dures, Mario. Oui, où on bouscule le jeune, on le force à se mettre à genoux. Oui, on y réclame des excuses, on lui donne des coups de pied dans les jambes. Vraiment, une scène qui se serait produite là, à la fin des cours, donc à l'école, devant une rangée de casiers. Et par la suite, c'est les témoignages, Mario, qui se sont multipliés aujourd'hui. Là. J'en ai reçu moi-même. Yves Poirier, qui suit l'affaire pour TVA Nouvelles, a reçu des témoignages. De parents. Moi, j'ai une mère qui m'a écrit pour dire carrément mon mari, je l'ai arrêté, il a failli faire la même chose. Parce que ça durait. Et ce qui revient toujours, c'est l'école ne fait rien. La politique de l'école, semble-t-il, c'est de dire aux enfants intimidés laisse-les faire, ça va arrêter. Ouais. Laisse-les aller. Occupe-toi pas d'eux, ça va arrêter. Ce qui n'est pas une position fortement recommandée lorsqu'on... Et qui n'est pas très déjà... 2024, là. Après tout ce qu'on a dit sur l'intimidation, c'est pas très... Peut-être que c'était ça en 1954, là. Mais endure puis ferme ta trappe, c'est vraiment pas la politique qui est recommandée en ce moment. On a eu ici même à Cube Radio, dans l'émission de notre collègue Benoît Dutrisac, aussi un témoignage là, d'une mère qui était quasiment en pleurs, là, honnêtement, lorsqu'elle racontait, elle aussi, ce qui se passe du côté de ses filles, puis a dénoncé une gang de jeunes, là. Vraiment, là, il y a un jeune qui semble avoir été visé là, par ce père. Semble-t-il que c'est une gang de jeunes qui s'en prennent là, vraiment à d'autres jeunes dans l'école. Et c'est des témoignages, comme tu le dis, Mario. C'est toujours la même affaire qui revient. On en a parlé à l'école fait rien, l'école laisse ça aller. Et là, ça s'est multiplié. Il y a également eu le frère du jeune intimidé, donc le fils, on se comprend, donc du père qui a passé la nuit en prison, qui a tenté un peu là, avec notre collègue Yves Poirier d'expliquer la situation. Famille, c'est ça. On peut écouter. Il était écœuré qu'on se fasse intimider comme ça, harceler, même insulter. L'école n'était pas capable de faire sa job comme il faut. Fait qu'il fallait vraiment que ça aille jusqu'à des parents qui débarquent à l'école. Je ne devrais pas juger mon père parce que lui, il a juste fait une bonne acte que le monde n'est pas capable de stopper ça. Ça continue encore en 2024, c'est même pas capable de s'arrêter juste pour juger le monde. Le monde continue. Puis on comprend, là, jamais on va encourager des actes comme ceux-là, là, de voir d'aller se faire justice comme parents, ça devrait jamais être la solution. Non, mais on comprend la frustration. Je pense que tout le monde réprouve l'acte du père, là, puis les menaces. Et je sais pas... Peut-être que le père, là, quand il se rendait vers l'école, c'était pas son intention. Il voulait juste avertir les jeunes.
Peut-être qu'il l'a échappé là, dans la colère, dans le moment, avec ce que son jeune avait vécu. Je le sais pas. Puis peut-être qu'il est trop agressif dans la vie, puis ça s'est juste exprimé là. On le connaît pas. Mais il a quand même lancé tout un débat, là, parce qu'il y a beaucoup de parents de cette école-là, mais d'ailleurs aussi, qui se reconnaissent, disons, dans son état de frustration, là. C'est quand l'intimidation dure, quand l'intimidation se prolonge, et quand l'école fait rien ou sait pas quoi faire. Oui, puis après ça, c'est la responsabilité incombe à qui là-dedans? Là? On n'a pas arrêté de parler des professeurs qui, eux, disent, les enseignants, le personnel de soutien scolaire qui disent être à bout de ressources, qui disent être épuisés autour de tout ça. Puis c'est des témoignages aussi, Mario, qui ont été entendus là, entre les branches aujourd'hui, de professeurs, d'enseignants, de gens qui disent, ben oui, ça arrive beaucoup de ces événements-là. Il y a des jeunes qui sont hors de contrôle, même dans les classes. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout dans les écoles publiques, parce que les écoles publiques vont se plaindre, vont dire, ben, dans une école privée, ils mettraient un jeune intimidateur qui est pas endurable, puis que tu y parles, puis il t'écoute pas, puis t'appelles les parents, puis ils s'en foutent, puis on va le mettre dehors. On va dire, t'as pas de place, tu peux pas vivre dans notre école, tu peux pas rester dans notre école. Mais dans une école publique, on va dire, nous, on a le devoir de l'éduquer, fait qu'on est pris avec un jeune qui est un intimidateur, qui est tannant, qui est violent, qui est du trouble, qui nous crée des plaintes. Mais, et là, c'est encore pire quand t'appelles les parents. Puis malheureusement, tu peux très bien tomber sur des parents qui disent, ben, nous autres, là, on aime mieux que notre fils, il intimide, qu'il se fasse intimider, puis ça nous dérange pas, puis c'est ça la vie, la loi du plus fort, puis salut. Oui, comme tu dis, le débat est lancé, Mario, puis j'ai l'impression que ça va continuer à faire parler toute la semaine, là, cette histoire-là, là, particulièrement au suivi de ce qui va être répondu par l'école. Moi, j'ai accroché. Tu sais que je suis très critique de notre système de justice. Là. Oui. J'ai accroché sur une affaire. Le père a couché en prison. Oui. Il va faire face à des accusations criminelles, ça me paraît inévitable. On voit les gestes, puis on va suivre ça. Là. Mais tu sais qu'un vrai bandit, là, au Québec, n'a jamais un qui couche en prison. Jamais. Ben, pas un meurtre, là, un meurtrier. On se comprend, mais... Un voleur d'automobile, mettons, qui aurait volé un auto en soirée, là. Oui, il est assigné à comparaître. Il a son enquête pour remise en liberté rapidement. D'abord, vu que c'est un bandit, il connaît des avocats. Fait que dans l'auto de police, il va déjà appeler son avocat de la défense, qui va peut-être être au poste de police avant lui, qui va déjà avoir à rentrer. Il va tellement passer vite dans le poste là, qu'il va faire du vent. Là. Rentre, sort. Puis là, tu dis, OK, là, tu tombes sur un père de famille, puis je le connais pas, puis il dit qu'il a déjà fait de la prison, mais ça fait vraiment un père de famille qui a pas prévu poser un geste, qui fait vraiment une connerie. Mais lui, il arrive en prison, puis lui, il couche en prison. Il a défendu son fils, il a fait une connerie, mais il couche en prison, puis tu te dis, ben voyons, personne couche en prison. Personne, jamais. Là. Tous les vrais bandits, là, ils s'en sortent tout le temps, ils rentrent, ils sortent aussi. Quand c'était c'est comme la petite nouvelle dans la nouvelle qui a attiré mon attention ce matin. Mais enfin, une histoire à ne pas faire. Le commentaire, conseil à tous les parents, c'est la dernière chose qu'il faut faire. En même temps, est-ce que ça va réveiller cette histoire-là? Des directions d'école qui maintenant vont agir plus rapidement pour éviter que des situations comme ça dégénèrent. On peut que l'espérer. Au minimum, ça lance la discussion solide. Tout savoir en 24 minutes. Il n'y a pas juste dans les écoles du Québec où ça s'intimide puis ça finit par s'excuser. Mario, à l'Assemblée nationale aussi, ça ressemblait dans les derniers jours un peu au climat dans les écoles, on va le dire comme ça, des attaques personnelles qui se sont multipliées entre certains élus, particulièrement du côté du camp de la coalition Avenir Québec, où on a eu aujourd'hui une pléiade d'excuses là, qui ont été exprimées. Tout d'abord par Geneviève Guilbeault, la ministre du Transport, vice-première ministre. Là, tout ça pour l'espèce de malaise. On s'en souviendra, ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière, où on la voit devant une porte barrée avec Pascal Bérubé, le député du Parti québécois. Les deux qui ont un échange assez acrimonieux. Merci sur, encore une fois en trame de fond, les fameux cocktails de financement à 100 $ de la coalition Avenir Québec. Et là, elle a dû présenter des excuses aujourd'hui à Pascal Bérubé. Des excuses... disons sèches, on va les dire comme ça. Et en rappelant dans ses excuses que Pascal Bérubé est lui-même soumis par une enquête du commissaire à l'éthique. Mais il faut voir que Pascal Bérubé n'avait pas été tendre avec elle dans son point de presse avant. Elle avait été d'une démagogie totale et complète pour noircir tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle avait fait là, 20 minutes avant. Là. Voilà. Et par la suite, c'est pas un élu cette fois-ci, c'est Emmanuel Dionne qui est le directeur des relations médias du cabinet du premier ministre François Legault qui, lui, avait eu des propos là, sur les réseaux sociaux tard vendredi dernier auprès de M. Vincent Marissal de Québec solidaire en disant, puis c'était vraiment des propos là, acerbes sur sa carrière avant d'entrer en politique comme journaliste, en disant qu'il est entré en politique sur des mensonges, c'est un journaliste qui tournait les coins ronds quand il était dans la profession, et donc, a été
rappelé à l'ordre par la suite par M. Marissal lui-même, qui demandait une rétraction, qui n'a même pas exclu, en plus, d'entamer une poursuite pour atteinte à sa réputation. Finalement, il y a eu des excuses de M. Dionne qui ont été acceptées par Vincent Marissal. Mais disons que c'est une journée de beaucoup de bruit à pas parler beaucoup des dossiers ou qu'on entend peu parler des dossiers. Je retiens, là, sincèrement, là, c'est le dossier, c'est la journée où ça déborde, là, les enfantillages. Ça a commencé avec des cocktails à 100$, certainement avec des maladresses, par exemple celle d'inviter des gens dont la fille est décédée dans un accident, mais rien d'illégal, pas une scène volée à personne, au public, rien. Il n'y a pas de dossier, il n'y a rien. Et là, c'est rendu que c'est comme, là, tout le monde a quoi de sensible, puis là, il m'a insulté, puis il s'est excusé, puis la manière qu'il s'est excusé, c'est pas assez excusé, mais écoute, là, à côté de ça, là, c'est le Parlement qui est censé de réfléchir aux problèmes des gens qui sont pas capables d'avoir une chirurgie, des gens qui sont pas capables de payer leur loyer, des gens qui ont de la misère à payer l'épicerie. De l'intimidation à l'école. Les problèmes à l'école, des jeunes qui ont manqué un mois à l'école, puis on sait pas comment va se faire le rattrapage. C'est assez, là. Je veux dire, là, ils ont l'air d'une gang d'enfants incapables de siéger dans un Parlement. Là, il faut qu'ils recommencent à parler des problèmes de la population et pas des leurs ou de leur ego ou de leur frustration. Ou là, il a dit telle affaire sur moi, mais il a dit telle phrase, puis tout ça. Hey, on est rendu au bout de ça. Là. Aujourd'hui, on a franchi, à mon avis, la ligne du raisonnable. Là. Actualité. On a eu beaucoup de mauvaises nouvelles sur le front du vol de voitures dans la dernière année. Je rappelle une augmentation de quasiment 50% dans le pays de vol de voitures. Mais aujourd'hui, lueur d'espoir, c'est rare qu'on peut avoir des images comme ça de saisies massives de vol de véhicules. Et c'est ce qui s'est déroulé alors que nos collègues aujourd'hui du bureau d'enquête ont pu assister à une perquisition dans le port de Montréal, l'endroit qui est désigné comme étant la plaque tournante du commerce, là, donc de voitures volées. Et c'est en suivant justement des exportateurs de voitures que la police a fait de la trouvaille. Là. J'explique. Dans le fond, il y a des gens qui coordonnent, eux, l'envoi de milliers et de milliers et de milliers de véhicules un peu partout dans le monde. Puis c'est sur ces gens-là qu'on enquête en ce moment parce que, semble-t-il, sont plus faciles à épingler que certains voleurs ou certains réseaux de voleurs de véhicules. Et là, en faisant tout ça, c'est un gros morceau de voitures qui s'en allait vers le Maroc et vers la Belgique qui ont été interceptés aujourd'hui. On parle quand même de 53 véhicules récemment volés. 12 Ford F-150, 8 Toyota RAV4, 5 Land Rover. Il y avait une Porsche quelque part dans le tas aussi. Puis c'est toujours, Mario, assez évocateur, merci, qu'on ouvre ces voitures-là et qu'on constate, par exemple, qu'il y avait à l'intérieur d'un des véhicules, une chaise de camping, des sacs d'épicerie. Il y a encore plein des sacs d'épicerie, comme dernier témoin, dernier passage des occupants du véhicule qui sont fait voler leur voiture. Certains même de ces véhicules-là qui avaient quelques dizaines, voire quelques centaines de kilométrage au compteur. Des autos complètement flambant neuves. Donc, un beau coup de filet, ça démontre que... Mais Alexandre, mais quelle efficacité ce sommet! Mais wow, c'était la semaine dernière, puis déjà là... Non, 3 jours ouvrables. Le sommet était jeudi, là. Vendredi, je compte pas la fin de semaine, vendredi, lundi, mardi, 3 jours ouvrables après le sommet. C'est réglé le problème. On a un énorme coup de filet. C'est presque trop beau pour être vrai. C'est le mot qui me venait, c'est trop beau. Non, mais tu dis, OK, je pense que déjà au sommet, il y a des gens qui préparaient un coup. Fait que, tu sais, pour que ça paraisse bien, là. Oui. Et je m'en réjouis, puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais disons que ça fait un petit peu arranger avec le gars des vues, là. Oui, surtout quand on invite les journalistes à assister à cette belle perquisition. Oui, exactement. Là, venez assister, puis c'est sûr que c'est intéressant. On est curieux de voir ça, puis c'est spectaculaire. Mais d'ouvrir des conteneurs, puis de sortir des dizaines de véhicules neufs, c'est vrai que ça allume l'imaginaire là, pour ça. Alors, à ceux qui disaient qu'un sommet, c'est pas efficace, voici le sommet le plus efficace de l'histoire de l'humanité. Perfect Summit, man. Voilà. The most perfect. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On parlait tout à l'heure des inquiétudes des parents suite à cette longue grève prolongée, 5 semaines d'activité qui ont été ratées par certains élèves avec la grève des enseignants de la fin de l'an dernier. Et là, du côté de la Fédération des comités de parents du Québec, on s'est associé avec la docteure Mélissa Généreux, qui est la médecin spécialiste en santé publique à l'Université de Sherbrooke, qui, elle, s'est associée avec eux pour justement aller voir, documenter quelles sont les peurs des parents à ce point-ci. Donc, les principales inquiétudes sur leurs enfants suite à la grève. Et numéro 1, qui est le premier constat au travers de tout ça,
On s'inquiète principalement de l'impact de l'augmentation du temps d'écran chez les jeunes en ce moment-là. Semble-t-il, c'est ça vraiment qui ressort le plus de la grève. On parle là, pour ceux qui ont été touchés par la grève de la FAE, 59% des parents sondés qui disent que le temps d'écran de leur enfant a augmenté dans les 2 derniers mois et que ça les inquiète. Pendant ces semaines-là, ça paraissait évident. Là, on l'entendait dans des témoignages individuels, des gens qui ne savaient plus quoi faire, des gens qui étaient au travail ou en télétravail. C'était clair que ça arrivait. Oui, puis c'est la même chose, même une sonde cloche du côté là, des parents qui ont vécu la grève du Front commun. Puis pour la docteure Généreux, elle parle vraiment d'un cri de détresse là, de la part des parents qui sont interrogés. Puis ça vient rejoindre, Mario, un sujet qui était en train de devenir politique, là, le Parti québécois, qui a relancé, entre autres, là, par Saint-Pierre Plamondon, le temps d'écran chez les enfants. Est-ce que ça pourrait devenir vraiment un sujet, peut-être, dans l'année pour les politiciens auxquels s'intéresser? Parce que c'est difficile de réglementer tout ça. C'est ça que j'allais dire. Le sujet n'est pas inintéressant. Le sujet est intéressant à débattre. La question est plus, est-ce une matière où le Parlement, les partis politiques, le PQ a soulevé quelques avenues, pas inintéressantes, des choses qui pourraient être utiles, mais c'est pas évident que le temps d'écran, ça reste une décision personnelle, ça se gère dans les maisons. Fait que, tu sais, le PQ dit par exemple, il faudrait les enlever complètement dans les garderies ou les enlever complètement à certains endroits, mais où ils sont pas si utilisés que ça, à ma connaissance. Donc, il n'y a pas de solution. Le Parlement aura beau dire on s'intéresse à ça. Il n'y a pas de solution miracle. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, puis là, on a des chiffres, des sondages, des chiffres bons, mais le chiffre précis que j'aimerais avoir, c'est combien de jeunes ont décroché. Parce que c'est clair, on a des témoignages, mais non chiffrés, là, qui nous disent qu'il y a des jeunes qui ont quitté l'école quand la grève a commencé, le 20 novembre. Ils sont jamais revenus. Ouais. Le 8 janvier, quand l'école a repris après Noël, là, ils sont pas revenus. Ils ne les ont jamais revus à l'école. C'est-tu quelques dizaines? Moi, je pense que c'est plus que ça. Quelques centaines, combien? À Montréal, à Québec? Est-ce qu'on aura des données? Est-ce que quelqu'un aura l'honnêteté de nous donner les vrais chiffres? Combien de jeunes ont décroché pendant les grèves? C'est-à-dire, ont quitté l'école, ils y étaient le 20 novembre et ils ne sont jamais revenus. C'est un chiffre que j'aimerais vraiment avoir, moi. Tout savoir en 24 minutes. Un procès qui a retenu l'attention aux États-Unis parce que ça concerne une Montréalaise, donc une femme d'ici, Kristina Puzrieva, une résidente de Montréal âgée de 32 ans, qui est jugée en ce moment pour un complot. Elle a été reconnue coupable. Ce complot, mais c'est d'avoir aidé à contourner les sanctions qui existent contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. C'est quand même incroyable, cette histoire-là. Hein? Ouais, c'est quelque chose de fou. Là. Elle était un des rouages, si on veut, là, de ce vaste complot dans lequel il fallait fournir des circuits électroniques, des composantes donc qui servaient après ça dans des systèmes de surveillance, dans des systèmes d'armement. Les micropuces qu'on ne fournissait plus, les micropuces ultra avancées là, qu'on ne fournissait plus à la Russie. Ouais, on se comprend. C'est pas un drone ou un missile ou un fusil directement qu'on allait amener à la Russie. C'est pas ça qu'ils trafiquaient. Mais c'est des composantes, c'est tout comme. Là. C'est la matière première de la haute technologie d'aujourd'hui. De la haute technologie d'aujourd'hui, particulièrement des drones, qui sont très, très utilisés en ce moment sur la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine. Et comme il y avait un embargo complet là, sur ces produits-là, imposé par les États-Unis, entre autres, ben on n'était pas censé pouvoir en envoyer. Et là, on a voulu se faire une passe de cash en bon français du côté de Mme Puzrieva, qui, avec son conjoint, M. Nikolai Golstev, ont été mêlés à tout ça. Elle aurait même texté là, à son complice: on va devenir riche, alors qu'on parlait quand même là, de plus de 7 millions de dollars avec une centaine de livraisons comme ça qui ont été envoyées en Russie. Puis du côté des Américains, on dit la preuve est là. Ils ont retrouvé de ces composantes-là, de ces puces-là. On se comprend, c'est chiffré, là. Il y a des numéros de série là-dessus, dans les composantes électroniques puis les drones détruits à même des forces russes en Ukraine. Donc, on a pu retracer ça à elle, et maintenant, ben, c'est le FBI, le Homeland Security, qui sont allés l'accueillir, et maintenant, ben, fait face quand même à une vingtaine d'années de pénitencier. Là. Mais c'est pas sévère aux États-Unis. Non? C'est pas ça. Aux États-Unis, c'est pas comme au Canada, elle sortira pas de prison le lendemain, là. Tu penses pas? Non, je pense pas. Elle a-tu passé la nuit en prison? Tu penses, je pense qu'elle a passé la nuit en prison. Là. Je pense pas qu'elle est sortie dans le stationnement 4 minutes après, comme au Québec. Là. Ouais, c'est sûr. Pas Tout savoir en 24 minutes. Non, c'est sûr que c'est pas la même chose partout. C'est pas le bon pays pour niaiser, surtout sur des affaires de même. Voilà, le gouvernement Legault, aujourd'hui, qui a annoncé une nouvelle formation accélérée, ce qui est devenu un peu le modus operandi dans les secteurs où il y a pénurie de main-d'œuvre depuis un bon moment du côté de la Coalition Avenir Québec. On se souviendra, en plein milieu, là, au plus fort de la pandémie, on était allé
créer une formation accélérée pour aller chercher 10 000 préposés aux bénéficiaires au Québec pour les CHSLD. Maintenant, c'est un autre secteur connexe qu'on veut venir viser. Ce sont les auxiliaires en santé et services sociaux qui veulent être recrutés. Donc, ces employés qui, eux, vont aider à domicile les gens, là, entre autres, là, donner les bains, donner les soins, tout ce qu'on parle là, depuis un moment, de donner des soins à domicile, d'améliorer tout ça, mais c'est directement de ce poste-là. Mais là, on parle de ceux qui donnent les soins de santé, là, les soins personnels, les soins de santé, pas parce que tu as des soins à domicile, tu as du maintien à domicile, je veux dire, pour aller faire l'entretien ménager, aider les gens avec leurs popotes. Non, là, c'est vraiment l'aspect santé. Oui, prendre le pouls, les signes vitaux, aller faire donner des injections d'insuline. Exactement, des injections. Voilà. Et ils insistent pour le dire, plus de latitude, par exemple, qu'un préposé aux bénéficiaires en institution, parce que souvent, le préposé, il y a une infirmière à côté, alors que l'auxiliaire qui est à domicile... est seul. Il est seul, il n'y a personne d'autre. Là. Fait qu'il y a comme une série d'actes qu'ils ont le pouvoir de faire. Là, il y a quand même une question sur les formations accélérées qui revient toujours. Est-ce que c'est assez de formation? Est-ce que c'est la bonne formation? Est-ce que ça va être une formation complète pour tout ce qu'ils ont à faire? Oui, puis c'est la grosse question parce qu'avant, c'était 870 heures. On coupe ça pour tomber à 705 heures. Puis on va payer, là. Faut comprendre, c'est l'équivalent d'un salaire de 17 de l'heure pour toute la formation, à peu près pour les gens qui veulent venir se joindre à tout ça. On veut trouver 10 000 nouveaux auxiliaires. 1000. 10 000, pardonne-moi, j'ai mis un zéro de trop. 1000 donc de ces employés de soutien à domicile qui veulent venir aider. En fait, la ministre m'a dit ce matin 1000 pour un premier élan. Là. Elle dit si les 1000, on a les inscriptions, puis que les gens partent, ils vont travailler, puis que tout va bien, on va en partir 1000 autres, là, quelques mois plus tard, parce que semble-t-il qu'en maintien à domicile, les besoins sont énormes. Oui, donc ça va être quelque chose qui va être à suivre là, de ce côté-là là, pour ces nouvelles formations. Puis je rappelle quand même, là, s'il y a des doutes par rapport à la longueur puis à la pertinence de tout ça, bien, sachez quand même que sur les 10 000 préposés aux bénéficiaires qu'on avait recrutés pendant la pandémie, semble-t-il qu'il en reste encore là, 75 7 500 des 10 000 qui sont toujours à l'emploi dans le réseau. Bon. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour les gens qui seraient intéressés, qui nous regardent ou nous écoutent, les inscriptions sont... Au moment où le gouvernement l'annonce, les inscriptions sont déjà ouvertes. On parle de groupes là, qui pourraient commencer dès mars-avril, tout de suite, pour commencer à travailler au mois de septembre. Là. C'est ça, le but. C'est quand même assez rapide comme processus. Le monde. On va reparler football, Mario, parce qu'il y avait des inquiétudes encore qui planaient dans la ville de Kansas City, là, alors qu'on est à l'étape des réjouissances et qu'on prépare dès demain, mercredi. Ça va être le fameux défilé, la parade avec le trophée Vince Lombardi dans les rues de Kansas City, mais on était inquiets, Mario, du côté de la police. Parce que, comme tu le sais très bien, il y a une nouvelle personne qui s'est jointe à la grande famille de la NFL dans la dernière année, au plaisir ou au malheur de certains partisans. Taylor Swift, la méga vedette et petite amie de Travis Kelce, le lien rapproché des Chiefs de Kansas City. Là, et donc, si elle était dans le défilé, on considérait que corrige-moi, mais que le défilé serait plus gérable. Plus gérable. C'est vraiment l'inquiétude de la police, parce qu'il faut comprendre, Taylor Swift, c'est une femme... Mais c'est quand même le défilé du Super Bowl. Là. Pour une ville, c'est le summum, là. Ouais, puis on parlait... Mais là, si t'ajoutes Taylor Swift, là, c'est plus gérable. Mais l'an dernier, lorsqu'ils l'ont emporté en 2023, on parlait à peu près 1 million de personnes là, qui s'étaient retrouvées dans les rues de Kansas City. C'est beaucoup. Mais avec Taylor Swift, semble-t-il que ça aurait été encore plus. Là. Des fans, peut-être là, les fameux Swifties, les fans de Taylor Swift, qui se seraient joints à cette énorme cohorte là, de gens déjà qui sont là pour voir les Chiefs de Kansas City. Mais au grand soulagement de la police, semble-t-il qu'elle doit déjà se rendre en Australie parce qu'elle a 3 concerts à aller donner là-bas. Donc, ne sera pas de ce fameux défilé. Donc, on ne pourra pas la voir à la télé. Juste des joueurs de football pour célébrer le football. C'est-tu poche? Ben, écoute, c'est-tu poche, Mario? Peut-être, mais on avait raison de s'inquiéter parce que les chiffres sont sortis aussi sur ce fameux match. Les codes d'écoute, c'est la deuxième émission la plus regardée de l'histoire américaine qui a été devancée uniquement par une seule diffusion le 21 juillet 1969. L'alunissage des premiers humains sur la Lune, Mario. Ah oui, fait que le Super Bowl de cette année est passé deuxième émission la plus regardée de tous les temps. Voilà, on parle en moyenne 123,4 millions de téléspectateurs en moyenne qui ont regardé le Super Bowl dimanche. Mais le pic, je suppose, à la prolongation, là. Oh, on est allé là, pendant certains segments à 202,4 millions de téléspectateurs, là, au moins, qui ont regardé une partie du match. Là. C'est vraiment là...
incroyable. Il faut comprendre que l'alunissage, c'était en moyenne 125 et 150 millions de personnes qui suivaient à l'époque. Puis là, bien sûr, Mario, là, on parle de gens qui ont vu le Super Bowl sur des chaînes officielles et non pas sur les streamings, le piratage, etc. Donc, c'est peut-être même encore plus de gens que ça. Et c'est devenu donc beaucoup plus de codes d'écoute que l'an dernier. Avec Taylor Swift dans les gradins, Mario. Est-ce que c'est ça qui est venu motiver les gens à venir écouter? C'est évident que c'est ça. C'est même pas une question. C'est une Voilà. évidence. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.